Avertissement. Le témoignage qui suit traite d'un sujet sensible. On y aborde le tragique décès d'enfants. C'est pour cette raison que certains détails de ce témoignage ont dû rester confidentiels afin de respecter les familles impliquées dans ces événements. Bonjour, bienvenue à Paramédic Réalité d'ambulance. Aujourd'hui, je vous livre un témoignage d'une intervention que j'ai vécue il y a de cela au moment de l'été. Une intervention qui, à ce moment-là, ne m'avait pas troublé. Par contre, dans les années qui ont suivi, j'ai dû m'arrêter et faire appel à la Vigile, qui est un endroit qui aide les gens des métiers d'urgence. On parle de policiers, paramédics, ambulanciers, militaires, lors d'interventions difficiles pour les chocs post-traumatiques puis tous les problèmes qui peuvent s'ensuivre. Il y a d'autres problèmes pour lesquels ils aident, mais on n'est pas sur ce sujet-là présentement. On va parler des interventions difficiles. En 2014, je vous raconte un peu le topo. Là, on s'en allait sur une intervention qui, à la base, ne me tentait pas, mais pas du tout. On s'en allait sur une demande de transport pour une plaie infectée. Un appel, somme toute, important pour le patient, mais pas très plaisant pour nous, dû voir des infections. Là, il y a bien personne qui a le goût de voir ça. Là. Puis, quand on a eu cet appel-là, on se rendait, moi et mon partenaire, on disait que ce ne sera pas un appel de fun. C'est sûr qu'il y a tout un moyen d'avoir du plaisir sur les appels comme ça parce que les patients, ils voient qu'on est là pour eux pareil. Là. On a besoin d'aider des gens comme ça, c'est correct. Mais ce n'est pas les appels qui sont les plus palpitants pour nous. On a tous un karma d'ambulance. Moi, mon karma, c'est que des accidents de la route, c'est très rare que j'en fais. J'en fais très peu. En 13 ans de carrière, je dois en avoir fait une quinzaine, entre 10 et 15 accidents majeurs, je parle, là, où il y a beaucoup de blessés graves, ou même un blessé grave. Cet appel-là, c'en est un qui est venu me chercher, mais comme je dis, c'est pas au moment de l'accident que c'est arrivé que c'est venu me chercher. Ça a pris facilement 5 ans, 4 à 5 ans avant que ça vienne me chercher. Donc, je vous mets en situation, on s'en va sur l'appel pour la plaie infectée et on est rendu, je dirais, à 500 mètres, 400-500 mètres à peu près de la maison. On peut quasiment la voir et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une réaffectation. Parfois, vous allez voir que les ambulances s'en vont dans une direction, arrêter subitement et repartir dans l'autre direction. C'est pas parce qu'on se trompe de chemin, des fois c'est juste parce qu'on est plus approprié pour un appel plus urgent, plus grave. On a une cote de priorité de 8 à 0, 0 étant un arrêt cardiaque. Si on s'en va sur ce qu'on appelle une priorité 3, c'est une affectation immédiate mais pas urgent. On fait nos stops, nos lumières, puis on conduit normalement et non pas en urgence avec les sirènes et les gyrophares, puis on reçoit un appel pour une priorité 1, bien, ça se peut qu'on revire de bord pour s'en aller en urgence. En s'en allant sur la priorité 1, on est presque arrivé, puis il y a une priorité 0, donc un arrêt cardiaque. Ça se peut qu'on s'en retourne dans la direction de la priorité 3, même si on est quand même en urgence pour se rendre sur un appel. Donc, au moment d'arriver sur les lieux de la plaie infectée, comme je dis, on est peut-être à 400-500 mètres, puis on est réaffecté sur un accident de la route. L'accident de la route, il était à 3 ou 4 km. Là, on parle de 3 à 4 minutes. Probablement que vous avez déjà tous remarqué ça là, quand on regarde un film, là, que sont en plein milieu de l'après-midi, il fait soleil, ils sont censés faire 3 km en auto, ils arrivent, puis c'est presque la nuit, il fait noir sans bon sens. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est exactement ce qui est arrivé pour moi. Là, on était à 4 km le soleil commençait à baisser, mais il faisait encore clair. Puis au moment d'arriver sur les lieux, c'était presque la nuit, là, il faisait noir. Tout ce que je voyais, c'est des gyrophares partout.
Pour vrai, tout ce que je voyais, c'était 3 autos de police ou 4 autos de police qui étaient là, un peu stationnés partout. Il y avait un auto dans le champ, du monde qui criait. C'est pas agréable. Ça va même être difficile pour moi d'en parler un petit peu, là. J'ai figé. Okay? Quand on est arrivé, j'ai stationné l'ambulance, c'est moi qui conduisais, j'ai stationné. Le protocole dit qu'il y a un triage qui se fait quand il y a plus de blessés que d'intervenants. On devait donc commencer un triage. Puis quand je suis sorti de l'ambulance, la vision que j'ai eue, là, j'ai fait un balayage avec mes yeux. J'ai regardé la scène et j'ai figé. Je voyais juste... J'ai comme fait une image, je l'ai encore en tête, là, c'est une photo qui s'est prise dans ma tête, puis ça, je pense que j'arriverai jamais à l'enlever. Tout ce que je voyais, c'était une de mes collègues qui passait là complètement par hasard. Normalement, elle ne passe pas par là. Il y avait quelqu'un qui était très lent sur le chemin, puis au lieu de tourner à la même place que cette personne-là, puis prendre le chemin habituel, elle a décidé de continuer tout droit, puis elle est arrivée sur les lieux de l'accident. Où ce qu'il y avait présentement... Quand elle est arrivée, un enfant de mémoire, là, c'est 8 ans, en arrêt respiratoire. Son cœur battait, mais il ne respirait plus. Dans ces cas-là, c'est des manœuvres de réanimation complètes quand même. On ne fait pas juste ventiler parce que c'est un enfant. Donc, moi, j'arrive. Tout ce que je vois, c'est une mère qui crie, un enfant qui semble correct et ma collègue qui fait des manœuvres sur un enfant de 8 ans. Il y a l'homme qui était en état d'ébriété, qui leur a rentré dedans, qui était couché dans le gazon à côté de nous. Puis j'ai figé. Mon collègue a pris le temps de m'appeler « Pat! Pat! » Il m'a saisi. Puis là, j'ai déclenché, puis là, l'intervention a commencé. Mais ça a pris 4 secondes, gros max. Dans ma tête, ça a pris 1 heure avant que je déclenche. Puis, je sais que ça n'aurait pas changé l'intervention. Ça n'a eu aucun impact sur les choix que j'ai faits par la suite. Mais on a tout le temps l'impression de « Hey, c'est pas le temps de niaiser, là, c'est là qu'il faut que ça se passe. » Fait que c'est difficile à ce moment-là. On a commencé à faire notre triage. Lors d'un événement majeur comme ça, le triage, il y a un code de couleur qui se passe de noir, rouge, jaune et vert. Si on peut marcher, on est vert. Sous certains autres critères, on tombe jaune. Ensuite, si on est incapable de marcher ou d'autres problèmes, là, on tombe rouge. Puis si on est en arrêt respiratoire ou en arrêt cardiaque, on tombe noir. Normalement, l'évacuation se fait dans l'ordre rouge, jaune, vert et noir. Présentement, quand je suis arrivé, le garçon de 8 ans, sur lequel ma collègue faisait des manœuvres, côté noir. Quand on est sur la route, on fait des choix, on a des protocoles à suivre, mais parfois, moi je me considère comme un bon paramédic, j'arrive à jouer dans mes protocoles, je sais que normalement ça devrait être ça, une situation d'exception fait qu'on peut changer les choses. Je suis capable de me justifier, puis je prends l'entière responsabilité des choix que j'ai faits lors de cette intervention-là. J'ai immédiatement vu qu'on avait au moins 4 transports. Étant en région, il y a un petit peu moins d'ambulances disponibles. Je savais qu'on serait capable de se débrouiller avec 3 transports. La mère avec le jeune qui était correct à ce moment-là, je me suis dit, je vais les mettre ensemble, on va faire ce qu'on appelle un transport double. L'enfant qui était en arrêt respiratoire à ce moment-là devait partir, puis l'homme qui avait causé l'accident partirait en dernier, parce que clairement que lui était correct, là, j'avais aucun critère d'instabilité pour ce patient-là. Donc, voyant le nombre de transports que j'avais besoin, j'ai immédiatement fait appeler, on a immédiatement appelé la répartition pour avoir 2 ambulances supplémentaires pour les transports qu'on allait avoir besoin. Quand la première ambulance est arrivée, un des critères pour être rouge, c'est qu'un autre patient du véhicule est en arrêt cardiaque. Donc, la mère et le fils qui semblaient corrects à ce moment-là étaient rouges et auraient dû quitter en premier. J'ai pris la décision
de faire partir le jeune qui était présentement en arrêt respiratoire. C'est ce qui me semblait logique, ce qui semblait logique à tout le monde sur les lieux. Je n'ai jamais été réprimandé pour cette intervention-là. Par contre, le protocole dit que c'était pas à lui à quitter en premier, il devait quitter en dernier. J'ai quand même pris la décision de le faire partir en premier. Et comme je disais tantôt, j'assume l'entière responsabilité de ce choix-là. Donc, cet enfant-là de 8 ans a été transféré à l'hôpital qui était environ à 15 minutes de route. Par la suite, quand ils sont arrivés avec cet enfant-là à l'hôpital, ils l'ont fait monter au bloc opératoire immédiatement. Le chirurgien qui a ouvert l'enfant pour pouvoir aller réparer ce qu'il y avait à réparer à l'intérieur, a vu que c'était trop grave pour lui. Ils ont mis ça a l'air niaiseux à dire, là, c'est du saran wrap juste pour couvrir, pour qu'il n'y ait pas d'infection qui se mette là-dedans, puis ils l'ont transféré à Sainte-Justine. Ensuite, on est encore sur les lieux de l'intervention. La deuxième ambulance arrive. Je fais quitter la mère avec le deuxième enfant, qui est autour de 10 ans. Et ils s'en vont au même hôpital de région, dans la région où laquelle on travaille, qui est encore une fois à 15 minutes de route pour la mère puis le jeune. Pendant ce temps-là, nous, on termine l'intervention avec l'homme qui est en état d'ébriété qui a causé l'accident. L'accident, de la façon qui est arrivé, c'est que la mère et les enfants s'en allaient dans une direction. Le deuxième véhicule, celui avec l'homme en état d'ébriété, s'en venait tellement rapidement en arrière d'eux autres. Il les a percutés tellement rapidement qu'ils se sont mis à faire pas des tonneaux, c'est des 360, là, ils ont tourné. Quand nous, on est arrivés sur les lieux, je ne pouvais pas dire dans quelle direction allait quel véhicule. Ça avait tellement été un gros impact que les véhicules, c'était dans le champ, on ne savait même plus qui allait où. Il a fallu qu'on me l'explique pour pouvoir en reparler quand on arrive à l'hôpital avec le médecin. Quand la mère et le jeune sont arrivés à l'hôpital, le deuxième jeune de 10 ans a commencé à montrer des signes de problématiques suite à l'impact de l'accident. Il a dû monter au bloc opératoire lui aussi et il a été transféré à Sainte-Justine lui aussi. Pendant ce temps-là, la mère ne pouvant pas aller à Sainte-Justine car c'est une adulte, Sainte-Justine c'est un hôpital seulement pour les enfants, elle a été transférée à Sacré-Cœur. Quand les deux jeunes sont arrivés à Sainte-Justine, le personnel infirmier et les médecins ils ont eu beau faire tout ce qu'ils pouvaient, les deux jeunes sont décédés. Je sais que les choix que j'ai faits lors de cette intervention-là, ça n'aurait absolument rien changé. Mais, comme je disais tantôt, j'ai bifurqué un peu sur le protocole pour essayer de donner des chances au jeune homme de 10 ans. Les gens vont me dire que peu importe ce que je vais penser, peu importe ce que je vais faire, il n'y a rien qui aurait pu être fait différemment. J'en ai parlé avec mes collègues, ceux qui étaient sur l'intervention, ceux qui n'étaient pas sur l'intervention. Puis tout le monde me dit qu'il aurait probablement fait la même chose. Le seul questionnement que j'ai, tu sais, quand on me dit « Ouais, mais la mère, elle aurait perdu quand même ses deux enfants. » Oui, à ce moment-là. Ma question que moi je me pose tout le temps, si j'avais décidé de faire partir celui qui n'était pas en arrêt respiratoire à ce moment-là, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Y aurait-il eu plus de chance? Il aurait été plus rapidement à l'hôpital, plus rapidement au bloc opératoire? Les accidents de la route, on a ce qu'on appelle le Silverton puis le Golden Hour. Le Silverton, il nous demande de passer 10 minutes sur les lieux avant de quitter avec le patient. Pour moi, à ce moment-là, c'était impossible parce que j'avais trop de patients. Je ne pouvais pas juste en prendre un et quitter. Fait que le temps que l'autre ambulance arrive, nous, on prépare déjà le premier patient à partir. Par la suite, ce qu'on appelle le Golden Hour, c'est on espère arriver à la salle d'opération en dedans d'1 heure. Ça, je crois qu'on a réussi à le faire.
c'est comme je dis, c'est un appel qui date de 2014, fait que c'est assez loin que je n'ai pas de mémoire à savoir combien de temps exactement. Là, j'ai pas les heures et tout ça. Fait que c'est difficile d'en parler encore. Pendant 4 ans, je pouvais raconter cette histoire-là sans aucun problème. C'était un appel comme un autre. Puis un jour, des nouveaux amis que je me suis fait m'ont demandé de parler du pire appel que je peux pogner. C'est sûr que des enfants qui décèdent, ça vient toujours chercher. Mais avant, j'étais capable d'en parler comme si de rien n'était. Puis quand ces nouveaux amis-là m'ont demandé qu'est-ce qui m'avait touché le plus, je me suis mis à parler de cet appel-là. Puis pour la première fois de ma vie, je me suis mis à pleurer devant des amis que je connaissais encore très peu. Je suis chanceux, j'ai des amis très compatissants qui comprennent la détresse que je peux vivre dans le métier d'ambulance, que c'est pas toujours facile. Puis j'ai même dû aller consulter, comme je disais, à la vigile pour pouvoir passer au travers. Moi, j'ai pas eu besoin de me déplacer directement à la vigile. On m'a référé avec un psychologue qui m'a beaucoup aidé. Je l'en remercie d'ailleurs. Quand on vit des choses difficiles comme ça, il ne faut pas avoir peur d'aller consulter. Puis on n'est pas faible si on demande de l'aide. Donc, pour conclure, quand vous voyez une ambulance qui est stationnée sur le bord de la rue, au Tim Hortons ou peu importe, bien souvent, les réflexes des gens, c'est peut-être de dire « Ouais, ils sont bien eux autres, hein, ils ne travaillent pas fort. » On n'a pas besoin de travailler fort, justement, pour avoir un métier difficile. On voit des choses, on a des interventions difficiles, pas tous les jours, ça faut que je le dise. Là. Au quotidien, c'est des appels qui ne vont pas venir nous chercher, qui ne vont pas venir nous mettre en doute ou peu importe. Mais il suffit d'un appel. Moi, je suis chanceux, je suis capable de passer au travers. J'ai une bonne équipe autour de moi, j'ai une bonne conjointe qui me supporte beaucoup là-dedans. Il y en a que ça va prendre un appel, puis leur carrière va être terminée. Fait avant de juger ces gens-là, prenez le temps de penser, c'est quoi la journée qu'ils ont eue. Là, ils sont parkés, mais peut-être que voilà 1 heure, là, faisait un massage cardiaque à un enfant de 8 ans. C'est le fait que tu as demandé de l'aide, c'est le psychologue qui t'a donné les outils pour t'en sortir finalement. Oui. Le psychologue m'a donné des trucs. Je faisais d'emblée un peu ce que le psychologue m'a conseillé. L'endroit de l'accident était directement sur le chemin entre mon domicile puis la caserne où j'allais. À tous les jours, je devais passer devant. Un moment donné, je me suis trouvé un autre chemin pour pas avoir à passer devant, puis j'ai commencé à arrêter de passer devant pendant longtemps. Là. Puis un jour, j'ai fait comme, faut que je passe par-dessus. Fait que j'ai commencé à repasser devant. J'ai pensé à l'intervention. J'avais le moton qui venait me chercher. Là, c'est une grosse boule d'émotion, juste à passer devant, à savoir la photo que je vous parlais au début me popait dans la tête à chaque fois que je passais devant. Ça durait 3, 4, 5 secondes, puis ça passait. J'ai des collègues qui ont vécu des appels plus troublants, moins troublants. Je ne sais pas comment l'expliquer. Chacun a son intervention qui vient chercher un peu plus. Puis j'ai un collègue que lui, quand l'image de son appel pop dans sa tête, ça peut durer 2 à 3 semaines. Fait que ça devient difficile de vivre avec. Un psychologue va pouvoir t'aider, mais il ne pourra pas enlever les images qu'on a dans la tête. Ça a beau être des psychologues en choc post-traumatique, tu auras beau avoir tous les outils, le fonctionnement du cerveau, on ne sait pas toujours pourquoi. Des fois, on va être en train de manger un grôle, puis ça va te faire penser à une intervention que tu as faite, puis ça va être fini, là, tu ne seras plus capable de penser à autre chose. Là. Puis, y a-tu beaucoup de tes partenaires de travail qui ont eu besoin
d'avoir des outils comme ça pour se sortir, eux, d'autres interventions qui ont eu difficiles? J'ai pas le chiffre, mais pour donner un exemple, là, le monsieur, madame, tout le monde, au courant de leur vie, vont vivre des situations stressantes. On parle de 5 à 10. 5 à 10 situations stressantes où il peut y avoir des risques pour la vie de quelqu'un dans une vie. Un paramédic, au nombre d'appels qu'on fait par jour, par année, par carrière, on parle d'environ 6 à 700 interventions à risque de nous stresser ou on est en contact avec un risque pour la vie de quelqu'un. Fait que on a beau être formé à l'école, nous dire vous allez avoir des interventions comme ça, vous allez voir des morts, vous allez voir des gens blessés, la souffrance, vous allez en voir. T'as beau en entendre parler, tant que tu le vis pas, c'est pas du concret. Fait que le nombre d'intervenants qui ont besoin d'aller voir, mettons, la vigile, j'ai pas le chiffre exact, mais je sais que la vigile, en passant, c'est pas d'emblée. C'est notre syndicat qui nous a fait adhérer à ça et je les en remercie d'ailleurs parce que c'est un des plus beaux gestes qu'ils ont pu faire pour nous. Je sais qu'il y a plusieurs intervenants à toutes les années qui y vont. Certains en parlent, certains n'en parlent pas. C'est propre à chacun et c'est bien correct de même. Moi, je le dis ouvertement que j'ai eu besoin de consulter un psychologue pour justement pas qu'il y en ait qui restent pris avec ça puis qu'ils finissent par ruminer puis qu'un jour ça sort, mais ça sort tout croche. Trop souvent, il y a des drames qui arrivent, qui auraient pu être évités, mais parce que les gens n'en ont pas parlé, parce que les gens n'ont pas été capables d'exprimer leur souffrance, il y a des drames qui arrivent. Écoute, je me doutais qu'il y avait des interventions qui pouvaient venir chercher quelqu'un, mais vous êtes à risque. À ce point-là, ouais, le monde le sait. À ce point-là, c'est sûr qu'on le sait que vous êtes sur la première ligne, mais au moins, c'est vraiment l'humilité que tu dis ça, puis que, regarde, j'ai eu besoin d'aide. Puis toi, c'est quelque chose que tes formateurs aussi, c'est quelque chose que tu parles déjà avec ceux que tu vas former dès le début, dire hey, vous allez être exposé à ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend aux écoles, là, j'imagine. C'est pas une chose qu'en stage, on n'en parle pas. Tu parles des stagiaires, là, quand j'ai un stagiaire avec moi, je vais pas commencer à dire hey, fais attention, là, des calls tough, tu vas en avoir, puis ça se peut que ta carrière s'arrête au bout de 3 semaines ou au bout de 12 ans. J'en glisse un mot, je parle aux gens à cette heure. Depuis que j'ai vécu ça, que j'ai eu besoin d'aller voir un psychologue, là, j'en parle. Avant, j'en parlais pas parce que je me disais que, pas besoin. Je n'ai jamais eu de besoin, je n'aurai jamais de besoin. Non. Savoir mettre un genou à terre, c'est pas montrer qu'on est faible, c'est montrer qu'on a besoin d'aide, puis c'est pas la même chose. Quand j'ai des stagiaires, à cette heure, oui, je prends leur temps de dire de faire attention, d'être capable d'en parler, de bien s'entourer. Comme je dis, moi, je suis chanceux parce que j'ai une conjointe formidable qui m'épaule au quotidien quand j'ai des interventions comme ça qui viennent me chercher un peu plus. Mais faut quand même, à mon travail, on a la vigile, j'ai mes collègues, mon partner, Simon, merci. C'est fou comment que le partner peut faire la différence. On est dans une boîte, dans un camion pendant 12 heures par jour, 7 jours par 2 semaines, puis je le vois plus que ma blonde. Puis il y a des gens qui vont avoir de la misère à parler. Moi, j'ai besoin de parler beaucoup. J'ai un partner qui m'écoute beaucoup. Il doit même être tanné des fois, peut-être un petit peu. Mais c'est important d'être capable de ventiler, comme on dit, de parler de nos souffrances. Les partners sont là pour les bons moments. Dans les moments les plus rough aussi, d'habitude, sont là. Moi, je suis chanceux, j'en ai un bon. J'en souhaite un comme ça à tout le monde. Alors, sur ce, merci beaucoup tout le monde de m'écouter. Je vais vous revenir bientôt avec de nouveaux vidéos, en espérant que vous avez apprécié. Je sais que cet épisode-là, ce petit témoignage est difficile. C'est quand même, on parle de mort d'enfants, c'est pas agréable. Les prochains, ça sera pas toujours aussi triste. Il va en avoir plus humoristique avec des interventions qui nous ont fait rire, des interventions qui sont venues nous toucher, des gens, des patients. On dit souvent qu'on
on change la vie des gens, mais les gens nous changent aussi. On a des patients qui sont venus nous toucher. C'est un des sujets que j'aimerais aborder avec un ami. Puis il va y avoir d'autres sujets aussi à venir. Alors, si vous voulez en voir plus, gênez-vous pas pour m'écrire ou en commentaire, likez les vidéos, puis sharez ça à vos amis, partagez, ça va faire plus de visibilité. Le but, c'est que les gens comprennent ce qu'on vit dans l'ambulance. Bonne soirée!